Bismillahirrahmanirrahim. On traite la partie clinique pour le cours de diabète insipide. Pour les gens qui juste viennent de nous suivre, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et maximisez vos partages. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Donc on va aborder la partie clinique. Donc là, on va voir le syndrome polyuropolydipsique. On a insisté sur les notions de base dans la première partie. Donc, quels sont les signes majeurs? Donc, quelles sont les manifestations ou bien les signes cliniques que vous allez retrouver au cours du diabète insipide? Ils sont résumés en 3 mots. C'est le syndrome polyuropolydipsique. Polyurie, c'est polyuro. Donc, urine, diurèse qui est très augmentée. Polydipsie, donc c'est augmentation du besoin de buvez de l'eau. Faites attention, cette polyurie, elle est à différencier par la potomanie qu'on va voir au cours de ce cours. Donc, premièrement, la polyurie. Donc, elle est définie par une diurèse. Je vous invite à noter les chiffres et les normes. Donc, une diurèse supérieure à 3 litres par 24 heures qui est pathologique. Ça, vous avez vu dans votre néphrologie. Le volume urinaire, il va facilement atteindre les 8 à 10 litres par 24 heures. Faites attention. Donc, parfois plus dans les formes avancées. Donc, elle est définie, cette polyurie, par une diurèse supérieure. Donc, selon le poids, 120 ml par kilogramme 24 heures chez le nourrisson ou bien à la naissance pour le nouveau-né. Sa valeur physiologique ou bien sa valeur, elle va dépasser les 110 ml par kilogramme 24 heures chez le nourrisson, l'âge inférieur à 2 ans. Donc, nouveau-né, supérieur à 125 ml ou bien 150 ml par kilogramme, on parlera de polyurie chez ce dernier. Un nourrisson, l'âge où il est inférieur à 2 ans. Donc, si la durée est supérieure à 100, voire 110 ml par kilogramme 24 heures. Chez l'adulte et l'enfant, donc on parlera d'une polyurie si cette dernière dépasse les 50 ml kg par 24 heures chez les grands enfants ou bien chez l'adulte. Donc, ce diabète, ou bien cette notion, elle est insipide, diabète insipide. Cette diurèse, elle va persister de façon qui est nocturne, elle va réveiller le patient. Donc, ça c'est à rechercher dans votre interrogatoire. Et qu'est-ce que vous allez noter? Des urines qui sont hypoosmolaires. Donc, la densité des urines, elle est inférieure à 1,005 et l'osmolarité urinaire, elle est inférieure à 300 milliosmoles par kilogramme. Donc, on dit, dans ce terme-là, le patient, il est incapable de concentrer ses urines. On parlera d'urine diluée, d'urine hypoosmolaire ou l'osmolarité, gardez-vous bien ce chiffre, elle va être inférieure à 300 milliosmoles par kilogramme. Chez le sujet âgé et l'enfant, faites attention, il s'agit d'un risque majeur de déshydratation. Sujets âgés, ils ne sont pas sa soif. Faites attention, ça vous avez vu dans votre cardiologie. Et l'enfant, il n'a pas l'accès à l'eau, donc il est dépendant à une tierce personne. Donc les deux, soit sujet âgé, soit l'enfant, ces deux derniers sont dépendants à tierce personne. Et là, on va noter un tableau de déshydratation qui est sévère et qui présente la sévérité de ce diabète insipide. Deuxièmement, pour la polydipsie. Donc, c'est un besoin accru de boire. Donc, c'est une soif intense, notez-vous bien tous ces termes, qui est impérieuse, qui est surtout nocturne, elle perturbe le sommeil. Donc, polyurie et polydipsie, surtout de manifestation qui est nocturne. Cette dernière, elle est insatiable. Donc, le patient, il ne cède pas de buvée, il n'est pas satisfait, ou bien on dit que cette soif, elle est insatiable, elle est angoissante. Si on vous pose la question, notez-vous bien tous ces termes-là, pourra être une question d'examen. Et faites attention, ce syndrome polyuropolydipsique, donc normalement c'est ce dernier, c'est le signe majeur, c'est la manifestation clinique majeure qui va nous orienter vers un diabète insipide. Il peut être masqué, faites attention, en cas d'atteinte anti-hypophysaire qui peut être associée. Donc normalement, je répète, la DH, il est sécrété au niveau du post-hypophyse. On va voir dans le cours, ou bien dans nos prochains cours sur l'insuffisance anti-hypophysaire, que ce dernier, ce diabète, ou bien ce syndrome polyuropolydipsique peut être masqué si ce patient il est en train de développer deux insuffisances, un diabète insipide par insuffisance de l'ADH, l'hormone antidiurétique,
et une insuffisance anti-hypophysaire. Donc, c'est pas toujours présent. Faites attention. Peut être masqué en cours de syndrome ou bien d'une atteinte anti-hypophysaire, une insuffisance anti-hypophysaire. Et là, ça va aggraver le tableau clinique encore et encore. Donc, je répète, la clinique, elle est résumée par 3 mots. Syndrome polyuro polydipsique. Donc, diurèse augmentée, elle est insipide, veut dire pas sucrée. Donc, c'est l'inverse du diabète sucré. Surtout nocturne. Les urines qui sont hypoosmolaires. Donc, diluées. On dit toujours le patient, il est incapable de concentrer ses urines. Le risque de déshydratation majeur. Par contre, la polydipsie, donc c'est une soif, notez-vous bien ces termes-là, qui est intense, qui est impérieuse, qui est nocturne, qui est insatiable et qui est angoissante. Gardez-vous bien tous ces termes-là et faites attention, cette polydipsie peut être ne pas être présente en cas d'atteinte anti-hypophysaire et là le tableau clinique il va être encore et encore plus grave. D'autres signes cliniques, le patient pourra avoir du vomissement, une constipation, la fièvre, l'irritabilité, troubles de sommeil, des céphalées, troubles visuels, voire une insuffisance anti-hypophysaire comme on avait dit. Donc, surtout, ce qui est à retenir, c'est le syndrome polyuro-polydipsique avec les normes de la diurèse et la caractéristique de cette polydipsie. Pourquoi on insiste sur les caractéristiques de la polydipsie? C'est pour la différencier contre la potomanie. Donc, la potomanie, j'espère que vous vous souvenez ça de votre psychiatrie. Donc, c'est une affection psychiatrique qui impose le patient à buver de l'eau, mais c'est pas une soif intense, c'est pas une soif impérieuse, c'est pas une soif nocturne. Dès que le patient va rentrer au sommeil, ça va être arrêté, ou bien on va pas noter cette polydipsie, et elle n'est pas angoissante, c'est une affection psychiatrique. Notez-vous bien les caractéristiques de la polydipsie, les normes de la polyurie, surtout chez le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, et faites attention, un sujet âgé qui sont dépendants, le risque de déshydratation majeure et le passage à, ou bien le patient risque à se décéder. Donc pour la biologie, donc la voilà chez l'enfant, donc pourra être une affection grave qui nécessite une hospitalisation, déshydratation majeure, sujet âgé aussi, faites attention, risque de se passer. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant et on passera à la biologie. Notez-vous bien que devant un syndrome ou bien devant un diabète insipide, ça nécessite quoi? Faites attention, une hospitalisation, elle est nécessaire pour une exploration fonctionnelle. On ne fait pas nos explorations en ambulatoire, je répète encore. De diabète insipide, donc urgence, ça nécessite une hospitalisation pour l'exploration fonctionnelle. On a deux étapes ou bien deux majeurs tests. Les premiers, ils sont dits statiques. C'est ça bien. Les deuxièmes sont dits des tests ou bien des étapes dynamiques. On commence premièrement par les étapes statiques. Dès que le patient il va rentrer ou bien il est admis en hospitalisation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme examen biologique? Premièrement, chiffrer la diurèse, les boissons, apprécier l'état de déshydratation de ce patient, éliminer d'autres pathologies qui peuvent donner une diurèse osmotique. On peut noter le diabète insipide qu'on avait vu précédemment. On peut noter, faites attention, l'hypercalcémie, l'hypocalémie. Ça nécessite aussi un bilan glycémique, un bilan phosphorymique et un ionogramme sanguin. Je répète, à éliminer premièrement, donc diabète sucré, l'hypercalcémie et l'hypocalémie. Ces trois affections peuvent donner une diurèse qui est osmotique, mais ce n'est pas du diabète insipide. C'est pour cela qu'on nécessite la glycémie, un bilan phosphocalcique et un ionogramme sanguin si on vous pose la question. Donc, quels sont les bilans à prescrire de façon statique ou bien dès que l'admission de patients en hospitalisation pour cette exploration fonctionnelle? Donc, bien sûr, après que vous avez chiffré la diurèse et l'état de l'hydratation, donc on élimine diabète, hypercalcémie, hypocalémie. 3 examens à prescrire en première intention sont glycémie, bilan phosphocalcique, phosphorymie et calcémie. Et troisièmement, un ionogramme sanguin pour évaluer l'hypocalémie. Donc ça, c'est premièrement. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une concentration des particules du site ou bien vous allez trouver dans les urines une hypoosmolarité. Donc, elle est calculée d'après la formule natrémie plus la glycémie toujours en millimoles.
La formule, elle est indiquée dans le support. Donc, vous allez trouver une hypoosmolarité, donc urinaire, donc, qui témoigne, je répète, que le patient il est incapable de concentrer ses urines et c'est du diabète insipide à l'étape statique. Donc, glycémie, bilan phosphocalcique, ionogramme, ça c'est l'étape statique. Maintenant, on passera au deuxième test, ou bien l'étape dynamique qui nous intéresse le maximum. Donc, premièrement, on note, bien, on peut citer un test de restriction hydrique. Donc, premièrement, donc, ce test, il étudie la capacité maximale de concentration des reins. Donc, un individu normal, il doit restreindre sa diurèse après quelques heures après privation de l'eau. Si un patient il n'a pas l'accès à l'eau, ce dernier, à l'état physiologique, il va concentrer ses urines, ce qu'on est en train de parler. Donc là, pour garantir son poids, pour garantir son état d'hydratation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test de restriction hydrique. On va restreindre le patient à l'accès de l'eau. Et on va suivre son poids, sa natrémie, puis son osmolarité sanguine. Elle devrait être stable. Mais chez les patients qui ont ce diabète insipide, ils n'arrivent pas à concentrer ces urines. Donc, à l'état physiologique, normalement, on note une osmolarité urinaire qui est supérieure à l'osmolarité sanguine. Ça témoigne d'une bonne capacité de concentration des urines. Vous voyez, ça c'est le terme qui est en train de se répéter. Donc, là, c'est à distinguer. Le diabète insipide vrai, qui est une carence à l'ADH. Donc, si on donne ce test de restriction hydrique, si on vous pose la question, quel est le but de ce test? C'est de savoir diagnostiquer un diabète insipide vrai à la potomanie. Maintenant, je demande votre attention. Donc, un diabète insipide vrai, c'est une carence à l'ADH ou bien une insensibilité rénale à l'ADH. Si on fait ce test de restriction hydrique, malheureusement, le patient n'arrivera pas à concentrer ses urines. Et le risque de déshydratation, faites attention, ce test de restriction hydrique, c'est un test dangereux qui nécessite la présence d'un médecin spécialiste au cours de ce test. Par contre, si un patient il a une affection psychiatrique qui est la potomanie, donc qu'est-ce qu'on va noter? Le patient là, il a une affection psychiatrique, il arrivera à concentrer ses urines même en cas de restriction hydrique, aucun accès à l'eau, donc son corps il est à l'état physiologique, l'affection là elle est psychiatrique. Donc je répète, en faisant le test de restriction hydrique, on va différencier le diabète insipide vrai par rapport à la potomanie qui posera le diagnostic différentiel, le premier diagnostic différentiel devant une polytypsie. On peut ajouter une épreuve au sérum salé qui est hypertonique et les essais thérapeutiques par les DAVP. Donc la molécule là c'est la desmopricine, qui sont deux molécules qui sont hyperosmolaires. Je répète, l'hyperosmolarité, elle stimule quoi? La sécrétion de l'hormone antidiurétique. C'est pour cela qu'on a insisté sur la partie physiologique. Donc, on a trois tests dynamiques. Test à restriction hydrique. L'épreuve au sérum salé, cette dernière, elle va stimuler la sécrétion de l'ADH en façon normale. Ou bien, le même principe, mais en essai thérapeutique. C'est le test au DDAVP ou bien la desmopricine. Donc, on va détailler ces tests avant de conclure cette partie. Donc, ils sont à retenir par cœur. Donc, on revient premièrement au test à restriction hydrique. Donc, faites attention. C'est un test de la soif qui est contrôlé à l'hôpital. Test dangereux nécessite un suivi du médecin. Donc là, le patient, il va premièrement signer un formulaire de consentement après information. Ça, c'est primordial. C'est un test dangereux, je répète. Le patient, il va viendre après un déjeuner léger avec boisson. Ni de café, ni de thé. Pas de solution hyperosmolaire. Donc, ils sont autorisés pendant 2 heures avant le test. Je répète, sauf le café et le thé. Donc, ils tendent à déshydrater le patient. Là, la carence lipidienne stricte dès le début de test. Donc, on va poser notre patient, ou bien on va forcer nos patients à une restriction hydrique environ 8 heures dans une chambre qui est fermée. Cette chambre, elle est surveillée. Pas de robinet accessible. Donc, aucun accès à l'eau. Et dans cette chambre-là, pour garantir l'efficacité ou bien
l'objectivité de ce test. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mesures horaires du poids, de la diurèse, de l'osmolalité urinaire et plasmatique. Là, je répète, un patient doit normalement concentrer ses urines après 8 heures, je répète, de carence hydrique. Les critères d'interruption de ce test. Donc, normalement, un test ID positif ou bien un patient qui arrivera à concentrer ses urines après ces 8 heures, donc il n'a pas de diabète insipide. Par contre, un patient qui continuera à avoir des urines qui sont, je répète, diluées, hypoosmolaires, donc là, il est diagnostiqué par un diabète insipide. Normalement, je répète, l'osmolarité urinaire doit être supérieure à l'osmolarité plasmatique, mais ce n'est pas le cas en cas de diabète insipide. Maintenant, il s'agit des critères d'interruption de ce test. Je répète, ce test, il restera grave. Donc, à noter, les critères d'interruption de ce test peut être une question d'examen. Donc, une perte pondérale qui est supérieure ou bien égale à 5% pendant 8 heures. Ça, c'est grave. Si on a, je répète, premièrement, une natrémie qui est supérieure à 150 mmol par litre, c'est très élevé à la valeur normale qui est 135. Donc, on parlera là d'une concentration plasmatique qui est sévère. Ensuite, troisième critère pour arrêter ce test, j'insiste sur cette ligne-là, elle est à retenir. Donc, c'est une osmolalité plasmatique qui est supérieure à 300 milliosmoles par kilogramme. Donc, les trois critères pour interrompre le test qui restera dangereux, je répète. Donc, premièrement, perte pondérale de 5% au plus de la masse ou bien de la totalité corporelle dans juste 8 heures, c'est grave. Natrémie supérieure à 150 mmol, une osmolalité plasmatique supérieure à 300 milliosmoles par kilogramme. S'il a une atteinte d'une osmolalité urinaire supérieure à 800 milliosmoles par kilogramme avec une osmolalité plasmatique parallèle inférieure à 300 milliosmoles, diabète insipide, il est exclu. Je répète, osmolarité urinaire, qu'est-ce que vous notez là? Supérieure à 800 milliosmoles. Urine concentrée, je répète le terme à utiliser qui est en train de se répéter dans le diabète insipide. Est-ce que le patient arrive à concentrer ses urines ou non? Donc là, qu'est-ce que vous notez? Donc sixièmement, osmolarité urinaire supérieure à 800 milliosmoles par kilogramme. Osmolarité plasmatique inférieure à 300. Donc, osmolarité plasmatique inférieure à l'osmolarité urinaire. Urine concentrée. Test à terminer là. Donc, diabète insipide, il est à exclure. Par contre, si après environ 8 heures de soif, si le patient n'arrive pas à concentrer ses urines, malheureusement là, il est diagnostiqué comme diabétique insipide. Donc après environ 8 heures de soif, ou si le point 5 il est atteint, le point 5, donc faites attention les critères d'arrêter le traitement, bien arrêter ce test. Donc un patient qui nécessite critères d'interruption, donc un patient, on doit arrêter ce test chez ce patient-là. Là, ce patient, il nécessite, donc il est diagnostiqué comme diabétique insipide, il nécessite un traitement. La molécule là, regardez ça, on va voir ça. C'est un analogue de l'ADH, c'est le Minirin. Regardez-vous la nomenclature, donc c'est le Minirin. Donc il est utilisé en cas de critères d'interruption de ce test. On va administrer à ce patient le Minirin. On va suivre sa pression, donc la diurèse, le poids, l'osmolarité urinaire, donc tous les 2 heures. Et ce dernier, il est diagnostiqué comme diabétique insipide. Donc les résultats, donc soit dans le diabète insipide central ou dans le diabète néphrogénique, on va noter diminution du poids, fréquence cardiaque, elle va augmenter, tension artérielle qui va abaisser, la diurèse, elle va être élevée, l'osmolarité urinaire inférieure à 300, je répète, ça nécessite 800 milliosmoles par kilogramme pour éliminer le diabète insipide. Osmolarité plasmatique, elle est supérieure à 295 ou bien 300. Donc, augmentation de l'osmolarité, faites attention, diabétique insipide. L'osmolarité urinaire, elle est inférieure à l'osmolarité plasmatique, patient diabète insipide. Natrémie, elle est élevée, supérieure à 142, supérieure à 150, je répète, c'est parmi les critères d'interruption. Là, les deux dernières lignes, c'est ce dernier qui va différencier le diabète insipide par contre au diabète néphrogénique, donc central ou néphrogénique. Pour le diabète central,
Donc l'ADH plasmatique il est basse, donc c'est une atteinte anti-hypophysaire, plutôt post-hypophysaire ou hypothalamique. Donc l'ADH plasmatique basse, insuffisance de la sécrétion de ce ADH, osmolarité après l'injection de DDAVP, donc la desmopressine, donc là elle va augmenter. On dit que le patient, je répète, il a du diabète insipide central. Par contre, si c'est un diabète insipide néphrogénique, diminution de la sensibilité sur les récepteurs V2, je répète, j'insiste sur la physiopathologie. Donc après injection de DDAVP ou bien la desmopressine, donc l'osmolarité urinaire elle restera basse. Donc c'est pas un défaut de sécrétion de l'ADH. Donc le DDAVP c'est éteint, je répète, c'est un analogue aussi de l'ADH. Donc l'ADH plasmatique il est normal, voire augmenté par le rétrocontrôle. Si on administre le DDAVP, donc faites attention, là il s'agit d'un diabète néphrogénique, c'est la diminution de la sensibilité du patient au diabète ou bien du patient à l'ADH et on parlera d'un diabète insipide qui est néphrogénique. Donc ce qui est à retenir dans cette partie, le test de restriction hydrique avec leurs critères d'interruption, les critères pour éliminer un diabète insipide, et je répète la nécessité au traitement au minéral, et j'insiste aussi sur la différence entre diabète insipide d'origine centrale et d'origine néphrogénique. D'origine centrale, insuffisance de sécrétion de l'ADH. ADH passe, ce dernier, ou bien cette diurèse, puis cette osmolarité urinaire, elle va augmenter après l'injection de desmopressine, qui est un analogue de l'ADH. Faites attention. On va revoir ça dans le traitement. Ou bien, deuxième critère, c'est le diabète insipide néphrogénique. Faites attention. Là, c'est une sécrétion normale de l'ADH, c'est une diminution de la sensibilité du corps ou bien du rein sur les récepteurs V2, toujours on répète, à l'ADH. Donc là, après injection de la desmopressine, l'osmolarité urinaire, elle restera basse. Et je répète toujours, dans le diabète insipide, on dit toujours le terme, le patient, il est incapable de concentrer ses urines. Gardez ça en tête toujours. On arrêtera là dans nos tests ou nos examens biologiques. On va continuer ce cours prochainement dans les prochaines parties. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours un maximum de partage. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.